Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la formule de Taylor-Yang. Alors cette formule, nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre sur les développements limités. C'est elle qui nous a permis d'obtenir la plupart des parties régulières des développements limités des fonctions usuelles. Et elle s'applique à une fonction f de classe Cn. Alors on fera bien attention parce que hier nous avons vu la formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale, et pour l'appliquer il fallait que f fût Cn plus 1. Tandis que vous voyez, pour celle de Taylor-Yang, il faut que f soit Cn. Attention à ne pas confondre les deux, il y a déjà des hypothèses qui changent. Donc elle est de classe Cn sur un intervalle i, a est un réel qui appartient à i, et quel que soit x appartenant à i, f de x, c'est la somme pour k allant de 0 à n des dérivées kn de f en a sur factoriel k x moins a exposant k plus un petit o en a de x moins a exposant n. Alors voilà, je ne vous la commande pas plus que ça, nous l'avons déjà rencontrée, je vais la démontrer. Alors la démonstration n'est pas évidente, et elle repose sur la formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale. C'est bien pour ça qu'il fallait attendre ce chapitre pour pouvoir la démontrer. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends n, un entier naturel, quelconque, f, une fonction qui va être continue sur i et même de classe Cn, c'est-à-dire n fois dérivable et de nème dérivée continue, et a appartenant à i. Je prends ensuite x qui appartient à i pour toute la durée de la preuve. Alors, on va démontrer ce résultat étape par étape, et on va le faire en fait en montrant d'abord la formule pour n égale 0 et ensuite pour n supérieur ou égal à 1. Mais attention, ce n'est pas une preuve par récurrence. Donc si n vaut 0, que veut dire cette formule? Regardons là. En fait, la somme pour k allant de 0 à 0 des f dérivées k fois en a sur factoriel k x moins a exposant 0, ça donne en fait qu'un seul terme, f dérivée 0 fois en a sur factoriel 0, et n'importe quoi exposant 0 c'est 1, et donc ça c'est f de a. Autrement dit, la formule revient à écrire que f de x c'est f de a plus un petit o en a de x moins a exposant 0, c'est-à-dire un petit o en a de 1. Et ça, vous savez que ça équivaut en fait, je vous rappelle que un petit o en a de 1, c'est une quantité qui tend vers 0. Donc ça veut tout simplement dire que f de x, c'est f de a plus une quantité qui tend vers 0. C'est-à-dire que la limite de f de x, quand x tend vers a, c'est f de a. Et ça ne veut rien dire d'autre que f possède une limite en a, et comme f était défini en a, ça revient à dire que f est continu en a, ce qui est vrai. Et donc cette formule est valable pour n égale 0. D'accord? Donc voilà, je l'ai démontré pour n égale 0, et maintenant je vais la démontrer pour n supérieur ou égal à 1, et j'avais besoin de faire cette petite disjonction k, parce qu'en fait je vais travailler sur n-1. Il faut donc pouvoir retrancher 1, et la seule façon de le faire, c'est évidemment d'avoir n plus grand que 1, pour que n reste bien un entier naturel. Donc comprenez une chose, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale s'applique à des fonctions qui sont Cn plus 1.
Alors moi, j'ai quoi là? Puisque je veux démontrer la formule Taylor-Yang, dans mes hypothèses, j'ai une fonction de classe Cn. Donc je ne pourrais appliquer Taylor avec reste sous forme d'une intégrale, en fait, qu'à l'ordre n-1, puisqu'il faut un ordre de plus, et qu'elle est Cn. Et bien, je pourrais appliquer ma formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale, en considérant que f, elle est de classe n-1 plus 1. D'accord? Je vais l'écrire. F, elle est de classe Cn sur I, pardon. Elle est de classe Cn sur I et à valeur dans R. Donc, comme je le disais tout de suite, F, elle est de classe Cn-1 plus 1 de I vers R. Et donc, je vais appliquer ma formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale. Et cette formule me dit quoi? Alors, je vais quand même le noter d'après la formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale. Il faudrait que vous la connaissiez, cette formule, elle n'est pas toujours évidente à retenir. La première somme, évidemment, c'est la même que dans la formule de Taylor, Yang. Donc, on peut recopier. Alors là, vous notez bien que, et j'insiste, je l'applique pour n-1. Donc c'est pour ça que je somme pour k de 0 à n-1. Je recopie la partie régulière qu'on connaît des développements limités. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale de a à x de la dérivée énième de f en t sur factoriel n-1. Faites gaffe, parce que j'insiste, je l'applique avec n-1 et pas n. Et ensuite x moins t exposant n-1 dt. Il faut que vous vous souveniez que on prend le même nombre ici et là, et qu'ici on prend le même plus 1, vous voyez. Donc c'est pour ça que je suis à l'ordre n-1, et c'est pour ça que j'ai la énième dérivée de f. Alors, ce que je vais commencer par remarquer, c'est que moi, ce que je voudrais prouver, c'est qu'en fait, f de x, c'est la même somme avec un terme de plus, où j'irai jusqu'à n. Et si je l'écris, évidemment, j'ai rajouté un terme. Et pour que ce soit donc malgré tout juste, il faut que je l'enlève tout de suite, celui que je viens de rajouter. Donc dérivée énième de f en a sur factoriel n x moins a exposant n. Et puis que je n'oublie pas de recopier mon intégrale qui était là, hop, juste avant. Alors je me décale un peu, voilà, pour avoir de la place, plus l'intégrale de a à x, donc de la dérivée énième de f en t sur factoriel n-1 x moins t exposant n-1 dt. Je n'y ai pas touché à cette intégrale. Ok, alors, mon but, c'est de montrer la formule au rang n. Et donc, la formule de Taylor-Yang. Dans la formule de Taylor-Yang, il y a ça, et puis ensuite, plus ce qu'on appelle un petit o en a de x moins a exposant n. Donc la grande question, c'est que, est-ce que ce que j'ai entouré en rouge là, c'est bien un petit o en a de x moins a, le tout exposant n. Donc vous comprenez que dans les prochaines minutes, je vais m'ingénier à vous montrer que ce qui est là maintenant souligné en rouge est bien un petit o en a de x moins a exposant n. Mais qu'est-ce que c'est être un petit o en a de x moins a exposant n? Par définition, c'est tendre vers 0 quand on est divisé par x moins a exposant n. Alors c'est pour ça que je vais faire des choix de notation. Je vais noter R indice n, donc ce que j'ai souligné enfin l'opposé de ce que j'ai souligné en rouge. Donc c'est dérivée énième de f en a sur factoriel n x moins a exposant n moins, ce que j'ai pris l'opposé, intégrale de a x de dérivée énième de f en t sur factoriel n moins 1
x moins t exposant n-1 dt. Voilà, et je vous l'ai dit, je veux montrer que ça c'est un petit taux en a de x moins a exposant n. Donc je vais vouloir montrer que quand je divise cette quantité par x moins a exposant n, j'obtiens quelque chose qui tend vers 0. Donc je vais prendre comme quantité phi x égale à quoi? Eh bien Rn sur justement x moins a exposant n. Et je vais essayer de vous montrer que cette quantité tend vers 0. D'accord? Alors, pour réussir ce prodige, parce que c'est quand même pas une preuve simple, hein, pour réussir ce prodige, il va falloir que je parvienne à écrire Rn comme une seule intégrale. Et pour cela, eh bien, il faut faire donc il faut que j'arrive à mettre tout dans une même intégrale. Donc ce sera évidemment intégré de a à x comme celle-ci. Il faut que j'arrive à écrire ça comme si je venais d'intégrer, comme si j'intégrais de a à x. Ouais. Et donc une remarque qu'il faut faire, c'est qu'en fait, l'intégrale de a à x de x moins t puissance n-1 dt, donc vous remarquez que la quantité intégrée, c'est précisément celle-ci. Ouais. Donc je travaille un peu avec les mêmes, et qu'est-ce que je vois? En fait, c'est de la forme u exposant n-1. Alors u exposant n-1, je ne peux pas en avoir de primitive. Moi, sinon je pourrais avoir une primitive, ce serait une expression de la forme u', u exposant n-1. Donc, si j'écris que c'est l'intégrale de ax de moins 1 multiplié par x moins t exposant n-1 dt, l'intérêt de faire ça, c'est que je vais pouvoir voir cette expression sous la forme u de t exposant n-1 et ici u' de t. Alors ça, je ne le fais pas dans mon poly parce que j'étais un peu pressé quand je l'ai tapé. Et donc ici, voilà, c'est comme si j'intégrais de ax moins u' de t, u de t exposant n-1. Et vous savez qu'alors, une primitive, ce sera u de t exposant n-1 plus 1, donc n, sur n, et puis comme il y avait un moins, on garde un moins. Donc c'est pour ça que j'ai écrit que c'est entre crochets, donc moins, alors comme il y avait donc il y a un moins qui disparaît et ça fait x moins t exposant n sur n. Voilà. Et j'intègre donc de a à x, et quand je remplace, alors ça fait x moins x0 sur n plus x moins a exposant n, x moins a exposant n sur n. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Ça tombe quand même drôlement bien, parce qu'en fait, ça veut dire que, regardez, dans l'expression de mon reste, là, alors je vais essayer de prendre une bonne couleur, dans l'expression de mon reste, j'avais ça. Et je remarque en particulier que j'avais x moins a exposant n. Et même, regardez, avec le factoriel n, j'ai quasiment x moins a, enfin j'ai x moins a exposant n sur n. Quitte à sortir un petit factoriel n-1 au dénominateur. Et donc, regardez, ça veut dire que je vais pouvoir faire ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire écrire Rn comme une intégrale. Je vous rappelle, hein, c'est un peu tortueux, mais que ce qui m'intéresse, c'est phi de x. Et je veux montrer que cette expression tend vers 0. Phi de x, c'est Rn sur x moins a exposant n. Donc c'est 1 sur x moins a exposant n. Et ensuite Rn. Et Rn, eh bien j'ai dérivé n de f en a sur factoriel n-1 multiplié par quoi? X moins a exposant n sur n, à propos duquel je viens de montrer que c'est l'intégrale de a à x de x moins t puissance n-1 dt, donc moins l'intégrale de ax de dérivée n de f en t sur, et regardez, ça tombe quand même bien, aussi factoriel n-1 et x moins t exposant n-1 dt. Alors, je vais pouvoir factoriser dans cette belle expression. Je vais pouvoir factoriser, hop, et j'écris que c'est 1
sur x moins a exposant n. Alors, on va mettre une seule intégrale de a à x. On va factoriser, alors parce qu'on peut factoriser x moins t exposant n moins 1 sur factoriel moins 1, ça c'est présent dans les deux intégrales ou en facteur des deux intégrales, et je vais avoir entre parenthèses f dérivée n fois en alors ici c'est en a moins hop, f dérivée n fois, alors que je fasse pas de bêtises, c'est ça, en t, hop, dt. Voilà. Alors, remarquez un truc, c'est que je m'aperçois que j'ai l'opposé sur ma feuille. Donc je pense que j'ai pas été clair dans mon choix de phi de x, enfin pardon, de Rn. Je pense que finalement j'ai dû écrire dans mon poly que c'était l'opposé. Bon, c'est pas grave, hein, qu'on prenne cette quantité ou son opposé, si on arrive à montrer que l'un des deux tend vers 0, l'opposé d'une quantité qui tend vers 0 tend aussi vers 0. Donc je vais continuer avec les choix que j'ai faits parce qu'ils sont cohérents dans cette vidéo, et je vais vous montrer que toute cette expression donc tend vers 0. Alors, mon hypothèse de départ, et ma seule hypothèse lourde, en fait, c'est, rappelez-vous, que f est de classe Cn de i vers R. Donc en particulier, elle est n fois dérivable, et cette énième dérivée est continue. Or là, vous voyez bien que ça cause de la énième dérivée de f. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un epsilon, et je vais discuter de la énième dérivée de f. Je vais prendre, voilà, epsilon strictement positif, comme la énième dérivée de f est une fonction continue de i vers R, il va exister état strictement positif tel que, donc la phrase de la continuité, dont j'ai déjà reparlé dans ma vidéo d'hier, quel que soit t appartenant à i, si j'ai valeur absolue de t moins a plus petit que état, donc rappelez-vous, f en fait est continu en a, donc si on est suffisamment proche de a, les images par la énième dérivée de f sont suffisamment proches, c'est-à-dire que la énième dérivée de f en t moins la énième dérivée de f en a sera plus petite que epsilon. Voilà, alors on est bien content de contrôler cette quantité, hein. C'est très important de bien comprendre toutes ces étapes. Pourquoi est-ce que je dis que je suis bien content? Parce qu'en fait, regardez ce que je contrôle. C'est pile la différence qui est là. Je la contrôle en valeur absolue. Mais vous me faites confiance pour faire apparaître des valeurs absolues dans l'intégrale via l'inégalité triangulaire. Donc maintenant, dans la suite de la preuve, on va se mettre comme il le faut, c'est-à-dire suffisamment proche de A. Et donc, au départ, j'avais pris x dans i sans condition spéciale, et maintenant, je vais prendre x suffisamment proche de A, j'insiste, donc tel que x moins a en valeur absolue soit plus petit que n. État, pardon. Alors, un petit truc qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, j'intègre de a à x. Donc t, il est toujours entre a et x. Alors après, je ne sais pas si x est plus grand que a ou a plus grand que x. Mais il est entre a et x, entre les deux. Et donc si je prends x suffisamment proche de a, comme t est compris entre les deux, il sera lui aussi suffisamment proche de a. Ça, il faut l'avoir en tête. Alors, poursuivons. Maintenant, je reviens à mon phi de x, et je fais deux cas malheureusement comme hier. Il faut que je sache si mes bornes sont bien rangées ou non. Alors, le premier cas, c'est si elles sont bien rangées. Voilà. Si elles sont bien rangées, alors x moins a, c'est strictement positif, et quand je vais prendre valeur absolue de phi de x, alors je vais faire ça avec une étape de plus que sur mon polycopier, je vais revenir à ce que j'avais été très fier d'écrire, c'est-à-dire 1 sur, je
je vais factoriser tout ce qui peut être sorti de l'intégrale, c'est-à-dire tout ce qui ne dépend pas de t. 1 sur x moins 1 exposant n. Je peux sortir un factoriel n-1 de mon intégrale. Et j'ai intégrale de ax de, souvenez-vous, dérivée nème de fa. Je dis souvenez-vous, mais hop, je vais essayer de montrer que je suis de bonne foi. Regardez, c'est juste ici. Hop. Donc, qu'on se comprenne, regardez, le x moins 1 exposant n, il est là. Le factoriel n-1, je l'ai sorti. Et dans mon intégrale, je vais avoir dérivée nème de f en a moins dérivée nème de f en t, et puis je vais multiplier l'ensemble par x moins t exposant n-1. Voilà, comme ça je l'écris devant vous. Vous voyez que je ne triche pas. Hop. Et donc, je multiplie par x moins t exposant n-1. Et je ferme ma barre de valeur absolue. Alors, on va essayer de ne pas faire trop d'étapes. Donc, d'abord, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Ensuite, je vais utiliser évidemment que x moins 1 est positif, donc ça, là j'ai un factoriel n-1. J'utilise que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue, d'autant plus que a et x sont rangés dans le bon sens. Et je me retrouve avec valeur absolue de la énième dérivée de f en a moins la énième dérivée de f en t, x moins t exposant n-1 dt. Alors, j'ai enlevé là comme ça, j'ai enlevé mes barres de valeur absolue. Alors, j'ai eu un petit instant de surprise parce que ma tablette s'est éteinte et rallumée. Donc, en fait, ici, je suppose que x est plus petit, pas plus grand que a, pardon. Je suppose que x est plus grand que a, et donc comme je prends t entre a et x, je sais que x moins t va être positif. Ouais. Voilà pourquoi je ne suis pas obligé de remettre des barres de valeur absolue ici. X il est plus grand que t, puisque t il est compris entre a et x. Voilà, c'est un peu long, hein. Il faut un peu se repérer dans cette histoire. N'hésitez pas à suivre avec votre poly, à faire des pauses. Donc, tout ça, ça donne 1 sur x moins 1 exposant n, factoriel n-1, et puis j'ai l'intégrale de a à x, ma dérivée nème de f en a moins ma dérivée de f en t, sachant que t, regardez ce qui se passe, c'est qu'en fait je prends t entre a et x. Donc j'ai regardé a, t, x, et j'ai pris x suffisamment proche de a. J'ai pris x, je l'ai coincé entre en fait a plus étape et en fait a moins état. Et donc vous voyez que t vérifie qu'il est bien entre à une distance de a plus petite que état. Donc si je remonte, hop, et que je vous montre ça, vous voyez, mon petit t, il vérifie qu'il y a une distance de a plus petite que état, donc j'aurai ça. Ce que j'avais souligné en vert. Donc je redescends. Et je raconte donc que d'après ce que j'ai souligné en vert, en fait, ça, maintenant, c'est plus petit que epsilon. Donc je vais le remplacer par epsilon. Bim. Et autre chose, je sais que, en fait, x moins t, si vous regardez bien, x est plus proche de t que de a. Donc x moins t, c'est forcément plus petit que x moins a. Ce qui fait que je vais pouvoir remplacer x moins t exposant n-1 en disant qu'il est plus petit que x moins a exposant n-1. L'intérêt étant que maintenant il n'y a plus de t, donc il n'y a plus rien qui dépend de la variable d'intégration. J'ai oublié, excusez-moi, ici je fais des bêtises, c'est une inégalité, parce que j'ai utilisé une inégalité triangulaire, et je termine, j'ai 1 sur x moins a exposant n, factoriel n-1, j'intègre un rectangle, donc ça va donner
longueur fois largeur. La longueur, c'est la longueur de l'intervalle, c'est x moins a. La largeur, c'est epsilon multiplié par x moins a exposant n-1. Hop, et donc ça va revenir à multiplier par x moins a une fois de plus. Et regardez, hop, ici j'ai x moins a exposant n, ici j'ai x moins a exposant n, et tout le monde se compense, et ça devient plus petit que epsilon, et je suis heureux parce que j'ai réussi à rendre phi de x en valeur absolue aussi petit que je souhaite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, dernier cas, quand en fait c'est rangé dans l'autre sens? Alors, quand c'est rangé dans l'autre sens, il se passe à peu près la même chose, tout simplement bien gérer les bornes de mon intégrale. Si x est plus petit que a, alors cette fois-ci, c'est a moins x qui est positif, et si a moins x est positif, c'est que x moins a est négatif. Donc x moins a est négatif, et donc il va falloir que je m'en méfie. Quand je prends mes valeurs absolues, ça devient... Alors je vais revenir à ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc j'avais 1 sur x moins a exposant n moins 1, pardon, x moins a exposant n, multiplié par x moins 1, par n moins 1, c'est pour ça que je l'avais en tête. Hop, ensuite l'intégrale de a à x de f dérivée n fois en a moins f dérivée n fois en t, et ensuite x moins t exposant n moins 1 dt, et je referme ma valeur absolue. Alors, comme tout à l'heure, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues, et hop, je vais avoir 1 sur... Alors, x moins a est négatif, donc en fait, valeur absolue de x moins a, c'est a moins x. Donc là, je vais avoir valeur absolue de x moins a exposant n, factoriel n moins 1. Et à l'étape suivante, ça fera 1 sur a moins x exposant n, factoriel n moins 1. Ça, c'est déjà géré. Ensuite, je vais avoir l'intégrale de x à a de... alors, c'est plus petit, hein, si j'utilise... je vais peut-être laisser l'égalité pour le moment et laisser alors la barre de valeur absolue autour. Et vous savez que si je fais ça, ça revient à mettre à moins, mais qui va se faire absorber par ma valeur absolue. Et là, j'ai la dérivée énième de f en a moins la dérivée énième de f en t, x moins t exposant n moins 1 dt. Et donc là, j'utilise d'abord le fait que c'est la valeur absolue de moins grand x, c'est la valeur absolue de grand x, donc je peux faire comme si je n'avais pas vu le moins qui était là, et maintenant, comme j'intègre de x à a, j'intègre dans le bon sens, puisque x est plus petit que a, j'utilise, vous voyez, c'est une inégalité que j'avais écrite ici, l'inégalité triangulaire, et je dis que c'est plus petit que l'intégrale de x à a de valeur absolue de dérivée énième de f en a moins dérivée énième de f en t, hop, t il est plus grand que x, donc la valeur absolue de x moins t c'est t moins x, n moins 1 dt. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un peu la même preuve, mais il faut, c'est même beaucoup la même preuve, mais il faut un peu gérer les bornes, ce qui fait que là j'ai 1 sur a moins x exposant n, factoriel n moins 1, et ensuite on recommence la même chose, c'est-à-dire qu'on explique que si on prend t entre x et a, cette fois-ci, t il est entre x et a, et si on a pris x à une distance de a plus petite que eta, donc x il est plus grand que a moins eta, a il est plus petit que a plus eta, et donc t il est bien compris entre a moins eta et a plus eta, donc t il a une distance de a plus petite que eta, et donc la valeur absolue qui est juste au-dessus, excusez-moi, ma tablette s'est rééteinte, et elle ne va pas se rallumer. Alors, hop, j'espère que ça ne m'obligera pas à tout recommencer. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on retrouve la quantité ici
hop, qui va être plus petite que epsilon. Et donc, on va avoir l'intégrale de x à a de quoi? Eh bien, en fait, de epsilon. Ensuite, on va avoir que t-x, ça va être plus petit que a-x. Et donc, on va pouvoir écrire ici a-x exposant. Alors, je viens d'embêter parce qu'elle ne veut pas se rallumer. Et je ne vois pas pourquoi. Et je vais pouvoir... Ah, évidemment, c'est redescendu. Remonté, pardon. Hop. Donc, comme j'étais en train de le dire, ne m'en voudrez pas si je recommence pas la vidéo parce que là, ça fait quand même une demi-heure. Donc là, je vais avoir a moins x, et bien sûr, elle s'est décalée. Bon, donc tant pis, je vais continuer à la main. Donc là, j'ai a moins x, le tout exposant n moins 1. Hop. Et on va retrouver la même situation que précédemment, c'est-à-dire que maintenant tout ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est constant. Vous voyez, tout ce que j'entoure là, c'est constant. Et donc, cette intégrale, c'est l'aire d'un rectangle. Comme c'est l'aire d'un rectangle, ça va être donné par tout simplement longueur fois... et si c'est longueur fois largeur, eh ben, il suffit d'écrire... Donc c'est plus petit que... Donc on va avoir, regardez, ici, un a-x exposant n. Là, on va avoir epsilon multiplié par a-x exposant n-1. La longueur, c'est a-x, donc on va avoir a-x exposant n des deux côtés. Donc on va avoir 1. Hop. En dessous, on va avoir un a-x exposant n et qu'on va retrouver en fait dans ici, on va avoir en fait epsilon multiplié par a-x multiplié par a-x exposant n-1, et donc on va avoir a-x exposant n. Voilà. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que je l'avais pas remarqué tout à l'heure, mais donc les deux là se compensent et le factoriel n-1 va rester, qui était en dénominateur. Donc là on va avoir factoriel n-1, et le truc c'est que évidemment quand vous divisez par factoriel n-1, le résultat il est plus petit, et donc on va avoir finalement epsilon sur factoriel n-1, et epsilon sur factoriel n-1 c'est plus petit que epsilon. Voilà, et donc ça marche aussi pour celle-ci. Et donc dans les deux cas, on a montré qu'en fait on pouvait rendre le quotient du reste par x-1 exposant n aussi petit qu'on le souhaitait. Et donc on a bien montré que le reste était un petit taux de x-1 exposant n, ce qui démontre ma formule. D'accord? Bon, désolé pour les petits soucis techniques à la fin.